Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, 19h12. Bonsoir aux débatteurs de cette première heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Maël. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Merci d'être là. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir à vous. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir également à notre invité Henri Guénaud. Bonsoir Monsieur Guénaud, ancien commissaire général au plan et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Fin connaisseur de la vie politique, je le disais, fin observateur de l'époque également, souvent critique, toujours lucide, peut-être résigné, on va le voir. Il y a une dizaine d'années, vous disiez par exemple, je voudrais qu'on se rende compte de la gravité de la situation en France et sans précédent depuis le début de la Ve République. Vous allez nous dire si le grave est devenu encore plus grave et si oui, en quoi? On va en parler. Mais d'abord, Henri Guénaud, je voudrais vous demander une chose. En 2025, qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer en France et dans le monde? Dans la vie publique? Oui, plutôt. Le privé, je vous laisse ça pour vous. Alors, rien ne me donne des raisons d'espérer. En tout cas, des raisons d'être optimiste. Les raisons d'espérer, vous savez, on ne les trouve jamais qu'en soi-même. Hein, l'espérance, c'est le fruit d'une volonté. C'est quelque chose qu'on va chercher au fond de soi-même. Mais oui, moi, je répète toujours, chaque fois qu'on me parle d'optimisme et d'espérance, le mot de Bernados. La plus haute forme de l'espérance, voilà, c'est le désespoir surmonté. L'optimisme est une facilité, l'espérance est une vertu, mais c'est une vertu héroïque. Eh bien, il y a des époques, comme la nôtre, où cette vertu est plus héroïque qu'à d'autres. Eh ben, note relativement positive qu'on va mettre en perspective avec nos sujets d'actualité. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous. À commencer, on va dans le dur tout de suite. Ces violences qui traversent le pays depuis le début de l'été étaient orange mécanique, disent certains, de Limoges à Jullouville dans la Manche, en passant par Béziers, Nîmes et j'en passe, avec ces bandes qui n'hésitent pas à venir défier les forces de l'ordre, qui leur tentent des guet-apens avant de les attaquer à coups de tir de mortier, de jets de pierre et j'en passe. Il y a quelques jours, vous disiez sur un plateau, la violence nous saute à la figure et ce n'est pas fini. Alors qu'est-ce qui n'est pas fini, Henri Guénaud, et qu'est-ce qui nous attend? Si on continue comme ça, un abîme de violence. Mais ça fait des années, des décennies que cette violence monte, qu'on la laisse monter. Tout ça est le fruit aussi de nos renoncements, de nos lâchetés. C'est pendant très longtemps, on a trouvé que les trafics de drogue au fond c'était pas très important. C'est ce que j'allais vous dire. Il fallait maintenir la paix civile, vous savez. Ils se réunissaient tous, là, les préfets, les représentants de la justice, les élus locaux, et puis je disais, oui, mais vous comprenez, si on les empêche de trafiquer, ils chercheront de l'argent autrement et ce sera plus violent. Voilà, le résultat, il est snosieux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait la guerre au trafic de drogue. Voilà. Et alors, on emploie ces mots, on dit tout le monde veut déclarer la guerre, mais personne ne l'a fait, personne ne la déclare vraiment, personne ne se donne les moyens de la guerre, parce que qui dit la guerre dit les moyens de la guerre et dit les moyens juridiques aussi de la guerre, dit le droit de la guerre. Quand nous déciderons, nous, enfin, à nous réunir et à réfléchir à la refondation de notre code pénal pour qu'il s'adapte aux circonstances du moment. Gérald Darmanin essaie de le faire en ce moment. Mais non, il y a pas. Les mesures qu'il prend sont pas inutiles, mais il y a pas une volonté de refonder le code pénal, en tout cas pour lutter contre trois choses qu'il faut absolument éradiquer. La première, c'est la violence physique qui monte, qui est la pire des violences. Voilà, on met des gens. Alors, il l'a dit d'ailleurs très justement l'autre jour, on met en prison le délinquant en col blanc et on met pas en prison au moins le délinquant qui agresse physiquement. Bon, l'agression physique, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ça l'ensauvagement, c'est le passage à l'acte physique. Alors il y a Gérald Darmanin, la décivilisation selon Emmanuel Macron. Oui, mais on peut employer tous les mots qu'on veut. Mais oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Cette réalité, elle s'exprime dans la violence physique. Bon, la deuxième chose qu'il faut absolument éradiquer, c'est le trafic de drogue. Alors c'est pas facile, mais maintenant c'est devenu une guerre. Ça doit devenir une guerre. Avec encore une fois un droit de la guerre. Et troisièmement, des trafics d'armes. Voilà, c'est trois choses pour lesquelles il faut maintenant prendre les problèmes à bras le corps. Quitte à adapter nos principes aux réalités de la société d'aujourd'hui. Alors, un mot sur vous parlez des bandes. Ouais. Mais parce qu'on peut-être lutter contre le trafic de drogue, mais ça ne se fera pas avec l'individualisation absolue des peines. Alors,
On me dit, mais oui, mais alors c'est le fascisme qui montre son nez. Mais enfin, en 1970, le gouvernement de l'époque, dirigé par le président Georges Pompidou, le premier ministre s'appelait Jacques Chaban-Delmas, et le ministre de la Justice s'appelait Pleven. Bon. Alors Pleven, c'était un démocrate chrétien bon teint, pas du tout un fasciste, qui avait été un héros de la France libre. Bon, je vais pas vous faire un dessin sur Jacques Chaban-Delmas, sur Georges Pompidou. Bon, c'est pas une bande de fascistes. Pourquoi pas ? Bon, ils ont fait voter la loi anti-casseurs. Bien. La loi anti-casseurs qui permettait d'incriminer les gens qui participer. Enfin, voilà, c'est pas. Il pouvait y avoir une peine plus lourde pour celui qui jetait le cocktail Molotov dans la voiture des policiers, mais il y avait une peine pour tous ceux qui étaient là. Voilà. Bon, en 1981, la gauche qui s'était étouffée devant cette rupture dramatique des principes a décidé que il fallait absolument abroger cette loi. Bon, alors il y a quelques années, là, on a dit ah ben non, il faut refaire, mais on a fait un semblant, on a fait quelque chose qui ne ressemble absolument pas à ce qu'était la loi anti-casseurs. Comme d'habitude, on a fait semblant. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de faire semblant sur tous les sujets d'ailleurs. Hein. C'est vrai en économie, c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour tout. On fait semblant, mais à force de faire semblant, la réalité nous rattrape et la réalité, c'est la violence. Mais sur les violences, est-ce qu'il y a une solution miracle pour empêcher de se coaguler, de venir attaquer à 30, à 50, à 100 ? Est-ce que c'est un combat qui n'est pas par principe perdu d'avance ? Mais non, c'est pas perdu d'avance. Si c'est perdu d'avance, à ce moment-là, les gens vont s'armer, ils vont faire justice eux-mêmes. Hein. Voilà. Donc, soit vous les arrêtez et vous les condamnez tous parce qu'ils étaient là. C'est une forme de violence collective. La violence collective, elle doit être attaquée en tant que telle. Voilà. Donc, il y a le meneur, très bien, mais il y a les autres. Voilà. Et ça, si vous n'êtes pas d'une sévérité absolue, mais pour ça, il faut se donner les moyens juridiques de l'être. On ne peut pas faire les choses en dehors de tout cadre légal. Et donc, il faut adapter notre cadre légal à cette situation. Voilà. Et puis, voilà, il faut. Moi, j'étais très frappé, par exemple, pendant les états d'urgence sous Hollande à propos du terrorisme, hein, qui avait été mis en place pour du terrorisme. Pourquoi on n'en a jamais profité? Elle donnait des moyens, en particulier de perquisition systématique. Pourquoi on n'a jamais profité pour essayer de faire le ménage aux endroits où l'on savait que de toute façon on allait trouver quelque chose. Alors c'est bien beau de mettre sur une application l'emplacement des points de deal, mais enfin on marche sur la tête. Le problème c'est pas de vous dire, c'est pas de dire ils sont là donc vous faites un détour et vous passez pas par là. Enfin, je veux dire, non, ils sont là, il faut les défaire systématiquement et il faut punir ça avec une rigueur et une sévérité extrême parce que ça pourrit toute la société. Voilà. Alexandre Malafaille dans un instant, mais d'abord Raphaël Steinville, Henri Guénaud est sur votre grille. Oui, Henri Guénaud, en l'état actuel de notre droit, vous l'avez dit, nous ne pouvons pas mener cette guerre. Non. Mais quel est le modèle, s'il y en a un qui existe dans le monde, juridique, qui pourrait nous permettre de la mener? Est-ce que c'est le modèle du Salvador et du président Nayib Bukele? Non, alors d'abord il faut pas chercher de modèle ailleurs. Il y a eu aussi les Philippines, hein, à un moment donné. Bon, ce qui a valu un mandat d'arrêt de la cour pénale internationale contre le président de l'époque. Hein, que son pays a gentiment livré à la cour pénale il y a pas longtemps. Costa Rica, c'est le Costa Rica. Moi, je pense que chacun doit se faire son propre modèle en fonction de ce que sont ses principes, ses valeurs. Voilà. Mais une chose est certaine, le cadre actuel ne permet pas. On est allé trop loin. On a laissé les choses aller trop loin. Et quand les choses vont trop loin, eh bien, il faut aller plus loin que la violence qui se développe. Et donc, il faut sortir de ce cadre, en faire un autre. Encore une fois, au moins pour ces trois sujets, hein, la violence physique, le trafic de drogue et les trafics d'armes. Voilà. Je vous en donne un exemple, c'est que, par exemple, alors ça choque, mais ça m'est égal. Quelqu'un qui se promène dans la rue avec une arme de guerre entre les mains, il doit pouvoir légitimement être abattu par la police. Voilà. Est-ce que Parce que quand vous avez une Kalachnikov dans la main, que vous la pointiez sur le policier ou pas, de toute façon, vous êtes un danger public, un danger mortel.
Henri Guénaud, est-ce que vous n'oubliez pas par ailleurs dans ces éléments qui constituent cette guerre le trafic, vous avez parlé de trafic de drogue, trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, mais le trafic d'êtres humains et l'immigration qui se conjugue, qui vient nourrir justement le narcotrafic. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a les causes de cette violence, tout ça, mais les causes, elles sont dans tous les désordres de la société. Alors, il y a l'immigration non maîtrisée, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que on a abandonné l'idée même d'assimilation. Par exemple, on fait plus d'efforts. Donc, si vous accueillez des gens qui ont une culture très différente, une histoire très différente, et que vous refusez à accepter le principe de l'assimilation. Voilà, l'assimilation, c'est pas l'oubli de son histoire, ni familiale, ni personnelle, ni de sa culture. C'est la prise en partage de ce qui vous permet de vivre avec les autres dans la société où vous avez choisi de vivre. Et donc de la garder dans le cercle privé. Voilà. De la garder en cercle privé, oui. Enfin, vous le gardez pour vous. Je veux même pas obliger les gens à changer de prénom. Enfin, je veux dire, je vais pas demander à Rachida Dati de ne pas donner le prénom de sa mère à sa fille. C'est pas, mais l'assimilation, c'est important. Et donc, ça nous renvoie aussi, non seulement là aussi au cadre juridique, parce que quand vous dites aujourd'hui, oui, mais il faut revenir sur le délit de maintien en situation irrégulière sur le territoire qui a été supprimé, non pas parce que M. Hollande avait décidé de le supprimer, mais parce que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de le supprimer. Si vous ne voulez pas changer le cadre juridique, c'est-à-dire la hiérarchie des normes entre l'Union européenne, entre les textes, enfin plutôt les traités, la primauté du droit européen, mais du droit international aussi, vous pouvez pas le faire en fait. Vous ne pouvez pas, parce que nos juridictions appliqueront la hiérarchie des normes qui est prévue par la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Mais les causes de la violence, c'est une chose. Ça va prendre du temps. Reconstruire l'école, ça va prendre énormément de temps. Mais il faut s'y mettre. Si on s'y était mis il y a 15 ans, 20 ans, ou si on n'avait pas laissé l'école s'effondrer comme elle s'effondre, on n'en serait pas là. Mais voilà, il faut accepter que ça va prendre du temps, mais il faut s'y mettre. Bon, donc il y a les causes, elles sont toutes, elles sont culturelles, sociales, ethniques, tout ce que vous voudrez, en particulier scolaires. Pourquoi ne rétablirions-nous pas le service militaire, par exemple, pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse une fois dans sa vie rencontrer l'obligation. Voilà, c'est la règle. Bon, ça mérite d'être mis sur la table. Après, c'est aux Français de décider, d'ailleurs. Enfin, à mon avis, ce sont des questions à poser en référendum. C'est vous voulez ou vous voulez pas. Si on se prive de tout ce qui permet d'intérioriser des normes de vie, des normes sociales, des règles de vie en société, et des éléments de la civilisation qui nous permet de vivre ensemble, alors on n'y arrivera pas. Mais ça prend du temps. En attendant, il faut enrayer l'engrenage de la violence, des trafics de drogue et des trafics d'armes qui forment un ensemble terrifiant. Voilà. Et pour ça, il faut un droit qui le permette, qui soit pas le droit ordinaire d'aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut une volonté implacable. Il faut s'en donner les moyens. Moi, j'ai déjà dit que si vous ne créez pas, par exemple, une force publique chiffre un ordre de grandeur de 50 000 hommes qui sont, 50 000 policiers qui sont, mais dans des formations militarisés, qui sont pas les CRS, qui sont des formations de maintien de l'ordre public, ça n'est pas la même chose, voilà, et qui peuvent, qui sont armés, mais qui sont armés à la fois juridiquement parce qu'ils auront une formation juridique, qui sont armés de moyens lourds pour pouvoir faire face à des trafiquants qui eux sont armés d'armes lourdes. On a vu des policiers qui pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'avaient pas l'armement nécessaire. Voilà. Voulez vous interroger également. Je vais prolonger ce que vous disiez parce que c'est passionnant. Si on fait un parallèle, parce qu'on part avec beaucoup de retard. Sur ce combat-là, on est non seulement presque désarmé, on n'a pas les moyens, et c'est vrai que le combat, en partie sur le terrain du droit, mais pas seulement, à mener va être considérable. Mais si on fait un parallèle avec un autre sujet qui nous a posé et qui nous pose de très gros problèmes, le terrorisme. Il a fallu, pour donner un ordre d'idée, gérer presque 30 ans, voire presque 40 ans, pour parvenir à un niveau de cadre de droit, de moyens, pour pouvoir faire vraiment le travail qui permet aujourd'hui de faire ce que l'on fait, à la fois avec d'un côté les services de renseignement, services de police, de pouvoir intervenir en amont
et pas simplement lorsque l'infraction a été commise, pour démanteler, pour repérer, pour arrêter, pour neutraliser, et avec en effet un cadre juridique qui le permet. Des moments donnés, d'ailleurs, on rajoute des points d'exception quand on est face à une menace ou parce qu'il y a eu un attentat, on renforce en effet les moyens, ce qui a été le cas pendant les attentats de 2015. On arrive à faire des choses extraordinaires, mais sur le narcotrafic, oui, je partage ce que vous disiez, mais la vraie confrontation qu'on va avoir, c'est dans des délais extrêmement rapides, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sans qu'on va retrouver en France des situations qui sont déjà un peu celles qu'on a au Mexique dans certains cas. On risque de se retrouver complètement infesté par la corruption, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe dans les Pays-Bas, avec un moment donné où il y a des points de non-retour qu'on pourra pratiquement plus combattre, tellement ils auront posé de problèmes. Donc comment on va arriver à se dépêtrer du guêpier juridique dans lequel on est aujourd'hui, parce que dès qu'on touche à l'état de droit, alors Bruno Retailleau en début d'année a été dans une formule qui dit, voilà, non mais on va y revenir, mais effectivement que dans le cadre de l'état de droit, on peut faire bouger des lignes. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Mais comment on va se départir de la problématique européenne et des textes européens? Vous répondez en 30 secondes et puis on va juste après la pause de 19h30. Il m'a posé deux questions qui sont pas indépendantes. La première, les textes européens, c'est compliqué politiquement, mais c'est pas compliqué juridiquement et techniquement. C'est que vous changez l'article 55 de la Constitution et vous le changez par l'article 11. Enfin, 55 et peut-être 88 ans aussi, dans lequel il faudra préciser sous réserve des nouvelles dispositions de l'article 55. Mais voilà. Alors ça, c'est un gigantesque défi politique. Mais il faut faire ce qu'a fait le général de Gaulle en 62. Quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, c'est à vous, Français, de trancher. C'est à vous de trancher. Le président, sinon on peut pas gouverner. Le président, il doit arriver et dire voilà ce qu'on va faire. On continue à en parler avec vous dans quelques instants. On marque une première pause dans Europe 1 Soir. Henri Guénaud, vous restez avec nous, bien évidemment. Alexandre Malafaye, Raphaël Steinville également. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Maëlle Laurent. Et toujours avec Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, avec Alexandre Malafaye, le fondateur du think tank Sinopia, et avec Henri Guénaud, ancien commissaire général au plan et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. On s'interrogeait sur ses réponses pénales à apporter à ces phénomènes de violence, au narcotrafic et j'en passe. La révolution pénale voulue par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est-ce que vous y croyez? Un seul sursis autorisé, l'exécution des courtes peines pour de bon et la suppression de toute forme d'aménagement. Ça ne doit pas être pour vous déplaire, ça. Non, ça me déplaît pas. Et je voudrais finir un instant sur la conversation. Que faire par rapport pour desserrer le cadre juridique actuel qui nous empêche de prendre des décisions, parce que la loi française est inférieure aujourd'hui aux traités internationaux, aux droits européens et aux conventions internationales. Que nous avons ratifiées. Les dites conventions. Les fameuses conventions, on les a ratifiées. Elles n'ont pas été imposées. Oui, non, mais on était d'accord. Le problème est pas là. Elles ont été ratifiées. Est-ce que ça veut dire que elles doivent être, c'est la source de notre problème, elle est pas dans les conventions internationales, elle est dans notre Constitution et dans l'interprétation qu'on fait aujourd'hui de l'article 55 qui dit les traités sont supérieurs à la loi. Je rappelle pour la énième fois que de 1958 jusqu'en 1989 pour le Conseil d'État et de 1958 jusqu'à 1975 pour la Cour de cassation, l'interprétation c'était que c'était la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emportait. Bon, c'était purement jurisprudentiel. C'était on disait donc si la loi elle arrive après le traité, eh bien, là, c'est la loi qui l'emporte. Vous connaissez l'argument de ceux qui défendent ce principe. Ils disent que si on ne laisse pas une autorité européenne réguler, on permet à un pays de devenir finalement fasciste ou quasiment. En disant il peut faire ce qu'il veut, donc il peut aller très loin. Oui, bien sûr. Mais les pays européens vont devenir plus sûrement fascistes si on continue à n'avoir aucun moyen de les gouverner. Voilà, ce qui est le cas aujourd'hui. Si vous voulez faire penser que ça va améliorer la situation politique des pays européens, si c'est Madame von der Leyen qui gouverne, bon, franchement, donc il faut arrêter ça. On a tué ainsi la responsabilité politique. Donc il faut que le prochain président se soit engagé pendant sa campagne et que la campagne terminée, arrivée à l'Élysée, il décide d'organiser un référendum sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. Donc il n'y a pas à passer par le Parlement avant et qu'il mette en jeu sa responsabilité, parce qu'on ne peut plus gouverner si on reste coincé dans la hiérarchie des normes actuelles. On ne
peu plus. C'est-à-dire, on est condamné à dire qu'on fera des choses qu'on ne fera pas, à s'engager, voilà, à faire ce que font tous les ministres. Ils vont, dès qu'il y a un problème, un fait divers, ils se déplacent et ils disent, vous allez voir, ils vont être arrêtés, ils vont être condamnés durement, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais ça dépend pas des ministres, ça dépend des juges, et les juges, ils appliquent l'état du droit, et l'état du droit, c'est que la loi nationale, elle est inférieure aux autres. Voilà la vérité. Et puis il y a d'autres choses. Donc ça, il faut pouvoir engager sa responsabilité là-dessus. Après, si les Français veulent pas, le président il s'en va et les Français se débrouillent avec la France qu'ils auront construite. Mais à un moment donné, il faut mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Hein, c'est comme parler de la révolution pénale. Alors c'est pas une révolution pénale. Il y a des mesures qui sont tout à fait intéressantes, mais c'est pas une révolution pénale. C'est comme ça qu'il essaie de nous la vendre. La loi anti-casseurs, c'était une petite révolution pénale en 1970. Ça oui. Bon, là c'est pas une révolution pénale. Est-ce que quelqu'un va finir par dire que peut-être que la suppression en 2013 des instructions individuelles du garde des Sceaux au parquet n'était pas forcément une bonne idée. Si on veut une politique pénale, il faut bien que le garde des Sceaux ait les moyens de faire appliquer cette politique pénale. Bon, alors il ne s'agit pas de donner des instructions aux magistrats du siège qui vont juger, mais quand même, donner des instructions individuelles aux magistrats du parquet, ça mérite d'être rediscuté. Voilà, c'est à condition qu'elles soient publiques, qu'elles soient mises qu'elles soient versées au dossier, que tout le monde puisse se juger. Voilà, croyez-moi, les politiques, ils feront pas n'importe quoi de peur d'être sanctionnés par l'opinion. Fermeté absolue que vous appelez de vos voeux. Tiens, on voit ce soir qu'Emmanuel Macron... C'est la fermeté qui se donne les moyens. Pas la simple fermeté. En tout cas, Emmanuel Macron acte ce soir la suspension formelle, je cite, de l'exemption de visa pour les passeports officiels et diplomatiques algériens, annonce ce soir dans une interview au Figaro du président de la République. Ça va nous permettre de renvoyer tous les OQTF en Algérie et de sortir Boualem Sansal de prison. Ça, c'est très bien. Les expulsions dont se réjouit le ministre de l'Intérieur en début de semaine. Mais vous pouvez pas en expulser en Algérie, ils n'en veulent pas. Non. Mais en tout cas, au Maroc, en Tunisie... Au Maroc, s'ils les veulent, très bien. Voilà, mais s'ils les veulent pas... Mais en tout cas, c'est très bien, on peut faire ça. Ça ennuie peut-être un petit peu les officiels algériens, mais pas beaucoup. En fait, on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens de coercition sur eux, et les moyens qu'on a de pression, notamment pour ce qui concerne les prisonniers comme Boualem Sansal ou Glaise qui ont été enfermés, ça se joue pas sur la scène publique, ça se joue derrière le rideau, et les moyens extra-juridiques et que les États, dont les États disposent et que tous les États du monde utilisent quand c'est nécessaire. Voilà. Raphaël Steinville. Oui, pour prolonger ce que nous avons découvert à l'occasion de ce journal et ce changement de pied et ce changement de ton du président qui en appelle à davantage de fermeté avec l'Algérie, jusqu'où il faut aller pour justement que la situation, pas seulement diplomatique, mais la situation de Boualem Sansal et la situation de nos clandestins que nous aimerions pouvoir envoyer puisse se régler. À mon avis, c'est pas la même chose. Bien sûr, mais cette espèce de prise d'otage qui consiste dans un conflit entre deux États, à prendre au passage des gages. Tout le monde l'a fait, hein. Il n'y a pas que les Algériens. Les États-Unis nous l'ont fait. La dernière histoire connue, c'est l'affaire Alstom, mais c'est pas la seule, hein. Quand un cadre dirigeant d'Alstom passe aux États-Unis, il y a un conflit entre les États-Unis et la France sur Alstom, eh bien ils le mettent en prison. Il avait rien fait du tout. Voilà. Il y a passé plus de 2 ans. Quand les Américains ont un conflit avec une grande entreprise chinoise et que la numéro 2 passe au Canada, ils la font arrêter, les mettre en prison. Bon, eh bien, voilà. Donc, ils se donnent des moyens de pression. Bon, ces moyens de pression, là, ce sont pas des choses sont pas des moyens de pression qui doivent servir sur la scène publique, au grand cinéma au grand théâtre de la politique internationale. Ça, ce sont des choses. Après, ce qu'on fait de tout ça, qui aboutit en général à des échanges. Hein. Regardez, les Russes, les Américains, ils se renvoient des espions. On l'a fait aussi. Hein. C'est-à-dire, vous m'en prenez, je vous en prends, et puis je vous les rends. Mais ça, ce sont des moyens qui sont pas les moyens de la politique ordinaire, ni même de la diplomatie ordinaire. Ce sont les moyens de la puissance des États qui ne sont encadrés par aucun droit, mais ça se passe pas sur la scène publique. Voilà, ça peut pas. Pour le reste, les OQTF en particulier, ça c'est autre chose. Il faut bien comprendre encore une fois, vous pouvez aller de plus en plus loin. Vous ne ferez les moyens qu'on a aujourd'hui de faire pression sur l'Algérie sont des moyens de faire souffrir la population algérienne ou les franco-algériens qui vivent en France. Bon, mais pas les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, l'Algérie a pour principal allié la Russie, avec qui nous sommes
pas en guerre, mais au bord relation complexe. Voilà, au bord de l'affrontement. Bon, très bien, vous pouvez pas vous attendre. Et les généraux algériens qui gouvernent réellement l'Algérie, c'est-à-dire que ce sont pas les politiques qu'on voit, ni Monsieur Tebboune ni ses ministres, ils sont à la fois tenus et ils ne risquent rien. Nos sanctions ne peuvent pas leur faire grand-chose. Voilà, donc occupons-nous de savoir ce que nous allons faire des OQTF que nous ne pourrons pas renvoyer. Occupons-nous de contrôler nos frontières. Voilà, on peut arrêter un certain nombre de visas parce qu'on veut plus, puisqu'on peut plus leur renvoyer. Eh ben, on en prend beaucoup moins ou pas du tout pendant un certain temps. Avec le problème des familles, qui est pas négligeable, de toute la population algérienne ou franco-algérienne en France. Mais voilà, occupons-nous de ce que nous faisons pour nous-mêmes, pour ce qui concerne ce sur quoi nous pouvons agir. Voilà, nous pouvons agir sur nos frontières, nous pouvons agir sur la situation des gens qui troublent l'ordre public, qui sont des dangers dont nous ne voulons pas. Voilà, est-ce qu'on se décide à les interner? Est-ce qu'on se décide à les emprisonner? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà la question, la vraie question. Voilà, c'est celle-là sur laquelle il faut travailler. Ça c'est pour le court, pour moyen terme. Si on voit un peu plus loin, vous avez été pendant 5 ans dans les coulisses du pouvoir et au premier niveau, avec une puissance de premier rang qui est la France. Beaucoup de choses reposent souvent sur les relations interpersonnelles entre dirigeants. A priori, aujourd'hui, elles sont pas très bonnes entre l'Élysée et une partie du gouvernement et l'Afrique du Nord, et en particulier l'Algérie. Est-ce qu'on peut imaginer, avec un peu de chance et en espérant, je reprends le propos du début de cette émission, que voilà, un nouveau casting élyséen et gouvernemental pourrait amorcer un nouveau cycle de discussion à partir de 2027 pour essayer de le... Parce qu'on peut faire du rapport de force, mais les moyens sont ce qu'ils sont. Il y a toute la problématique aussi de la population franco-algérienne qui n'est pas non plus simple à gérer chez nous. Est-ce qu'on peut trouver un chemin? Est-ce qu'à votre avis, il y a un chemin à partir du moment où on dit on reprend le fil de la discussion, de la négociation, on se parle entre chefs d'État, on se parle entre ministres, on se respecte et on essaie d'avancer. De toute façon, chaque fois qu'on peut discuter avec l'autre, et surtout quand on ne peut pas le contraindre, il faut discuter. C'est pas. Alors les relations aujourd'hui, elles sont. Faut dire qu'on a tout le monde y a mis du sien. Ils ont. Voilà, le pouvoir algérien, avec plus ou moins de succès. Du sien. On est d'accord. Et puis nous aussi. Enfin, nous aussi. Je veux dire le pouvoir et le président de la République en particulier. Bon, voilà. Peut-être qu'avec de nouveaux responsables, on aura peut-être un dialogue plus constructif. Mais en attendant d'avoir ce dialogue constructif, si toutefois il peut revenir, parce que le pouvoir algérien s'en sert aussi. Et encore une fois, les alliés du pouvoir algérien le mettre à l'abri de notre capacité de l'isoler ou de le sanctionner. Et en plus, il est tenu par des gens avec lesquels nous sommes en conflit presque ouvert. Voilà, donc faut pas s'attendre dans l'immédiat à ce que les choses s'améliorent beaucoup. Voilà, et puis ils ont pas de problème là. C'est pas la solidarité européenne qui va nous permettre d'avoir des moyens de pression plus importants. Regardez, il suffit d'ailleurs de regarder de l'autre côté des Alpes. Et elle a raison, Madame Meloni, elle défend ses intérêts, elle passe des accords avec les Algériens. En veux-tu, en voilà. Bon, donc elle a beaucoup changé de ligne. Oui, enfin sur l'Algérie, la plupart des résultats qu'elle a obtenus en matière d'immigration, elle les a obtenus par des accords avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie. Voilà. Bon, voilà, on n'est pas dans cette situation parce que l'histoire ancienne et l'histoire récente n'est pas la même, mais on peut pas compter sur la solidarité de nos partenaires européens pour faire un front commun qui pourrait avoir une plus grande force vis-à-vis de l'Algérie. Bon, voilà, parce que chacun défend ses intérêts. Voilà, l'Espagne vient à peine de se réconcilier avec eux. Ils vont pas, voilà, ils vont pas gâcher la réconciliation. Et nous, on se réconcilie avec pas grand monde. Mais non, on peut pas se réconcilier avec grand monde. Il faut, encore une fois, que pouvons-nous faire pour nous-mêmes sur ce sur quoi nous pouvons agir. Voilà, c'est quand même extravagant. Alors on dit, on va expulser tout ce qu'on peut expulser. on va enfermer tout ce qu'on peut. Très bien. Et puis à côté, vous avez l'Espagne qui décide de régulariser des centaines de milliers de gens. Eh ben oui, mais ça concerne pas que l'Espagne. Donc on a aussi ce problème. On revient à la hiérarchie des normes. On a le problème de la libre circulation.